flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Alors moi, c'est Sarah. Moi, c'est Angélica. Et en ce mois de mars, on parle de la santé et aujourd'hui, on reçoit Maëva et Laetitia pour parler du cancer du sein. Alors Maëva, est-ce que tu veux te présenter ? Avec plaisir, bonjour à toutes. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Maëva Fischer, je suis médecin radiologue spécialisée en cancer du sein. Je ne fais que ça. Et je suis également auteur, compositeur, interprète. Oh, t'as le temps de faire tout ça à côté de ton métier Oui, j'ai partagé mon temps en deux depuis quelques années et ça me fait beaucoup de bien. Comme ça, j'ai un peu de choses légères dans ma vie. Ah bah génial, tu m'étonnes. Et toi, Laetitia, tu veux te présenter en quelques mots ? Oui, alors moi c'est Laetitia, j'ai 48 ans, je suis sophrologue et j'ai eu un cancer du sein. Super. Enfin, super non, moi. Non. On est hyper contente. Non, On est contente de te voir comme ça. Voilà, exactement, souriante, souriante, positif et j'ai pris, voilà, je vais de l'avant. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de patients qui ont besoin de voir des gens comme toi justement qui s'en sont sortis. Et c'est un peu le but de cette émission, justement, c'est de partager ton expérience avec le sourire et de voir comment tu as réussi à transformer cette chose qui est pas très agréable quand ça arrive. En expérience positive, j'ai envie de dire. Voilà, exactement. Et du coup, on peut commencer par le dépistage, peut-être. Maëva, peut-être tu es la personne la plus à même à nous expliquer comment ça se passe et comment, enfin voilà. Ouais, bah avec plaisir. Donc le cancer du sein, il faut savoir que c'est une maladie qui est très fréquente puisque c'est le cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde entier, que c'est un cancer qui touche une femme sur 8 dans sa vie. Donc on connaît toutes une femme autour de nous qui a eu ou qui aura un cancer du sein. Et donc c'est pour ça que le dépistage est très important parce qu'en plus c'est une maladie qui se soigne plutôt bien quand elle est prise en charge à temps. D'où l'intérêt de se faire dépister pour éviter de se retrouver avec quelque chose qui a eu le temps d'évoluer et qui est gros et qui est métastasé. Quand c'est dépisté à temps, on a des maladies qui sont plus faciles à guérir et avec des traitements qui sont plus légers. Donc voilà, c'est mon métier. Et si tu peux nous donner, par exemple, une ordre tous les combien est-ce qu'il faut se faire dépister et à partir de quel âge Alors, le dépistage, il est recommandé à partir de 40 ans pour toutes les femmes. Il y a des femmes chez qui on va le recommander plus tôt, à partir de 30 ans. C'est les femmes qui font partie de familles où il y a beaucoup de cas. Alors beaucoup de cas, ça veut pas dire une grand-mère et une tante éloignée à 80 ans, ça veut plutôt dire une cousine germaine à 30 ans, une mère, enfin quelqu'un au premier degré, voilà. C'est à voir au cas par cas. Mais sinon, donc pour toutes les femmes, c'est à partir de 40 ans. Ça se fait en général tous les 2 ans, sauf pour certains cas, c'est-à-dire les patientes qui sont très à risque, donc qui sont issues de familles où il y a beaucoup de cas, ou des patientes qui ont des antécédents que je vais pas forcément tous développer ici, mais pour certaines patientes, ça va être tous les ans. Et il y a des patients qui ont des seins un petit peu plus difficiles que d'autres, chez qui on recommande de faire ça tous les ans et demi. Donc, pour faire simple, pour que tout le monde puisse retenir, à partir de 40 ans, tous les 2 ans, et ça, à vie. Ça s'arrête pas. Je sais que le dépistage qui est organisé par la Haute Autorité de Santé et qui est remboursé par la Sécurité sociale à 100%, est recommandé entre 50 et 74 ans. Mais 50 ans, c'est trop tard, parce qu'il y a beaucoup de cancers qui arrivent avant 50 ans. En fait, entre 50 et 74 ans, il y a 80% des cancers du sein. Mais il y a quand même 20% des cancers du sein qui surviennent avant 50 ans et après 74 ans. C'est pour ça qu'il faut se faire dépister à partir de 40 ans. Et c'est pour ça qu'il faut continuer après 74 ans. Il y a quand même un risque qui reste élevé de l'ordre de 12%, je crois. Donc tant qu'une femme a le temps d'aller chez le coiffeur, a l'énergie d'aller chez le boucher, chez le boulanger, il faut qu'elle aille faire sa mammographie. Il y a des traitements qui sont adaptés à tous les âges. Donc bien sûr, si on dépiste un cancer du sein chez une patiente qui a 85 ans, on la traitera pas de la même manière qu'une patiente qui a 30 ans. Parce que on sait que les choses évoluent moins vite chez elle, mais il y a des choses à faire. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et du coup, est-ce que tu as l'impression qu'il y a depuis le temps que tu pratiques, est-ce que tu as l'impression que ce cancer du sein arrive de plus en plus jeune ? Oui, ouais, j'ai vraiment l'impression que ça arrive de plus en plus jeune. Quand j'ai commencé la mammographie, c'était en 2010. En 2010, une fois par semaine, on avait une patiente de 40 ans, on se disait waouh, elle est jeune, c'est incroyable. Et aujourd'hui, on est en 2024 et on va dire que au moins une fois par jour, j'ai au moins une patiente dans la trentaine, si ce n'est juste avant, on en a parlé dans la vingtaine, et c'est devenu presque normal. Pas pour la vingtaine, mais pour la trentaine, en tout cas, c'est devenu normal. Donc
malheureusement, il y a pas, c'est dur en fait de faire une étude pour savoir quels sont les facteurs de risque. Et il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de, il y a aussi beaucoup de blocages par plein de choses, mais on ne sait pas exactement si si ça vient de l'alimentation, si ça vient des colorants dans les sous-vêtements, si ça vient des rayonnements, si ça vient du mode de vie, des pilules, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que les cancers du sein, on en voit plus chez des patients qui sont jeunes. Donc, il faut se faire dépister jeune. Du coup, peut-être, comme on dit que c'est à partir de 40 ans, est-ce que à 30 ans, mais peut-être pas le faire tous les ans ou tous les 2 ans, mais peut-être faire un petit check ou voir. Ouais, donc c'est la question qui se pose. C'est vrai que la mammographie, c'est un examen qui est irradiant, ça irradie les seins, donc il faut quand même, on peut pas dire à toutes les patientes de 30 ans de commencer à faire des mammographies, parce que si on commence à 40 ans, on a plus de chances de dépister un cancer du sein à temps que de développer un cancer radio-induit. Si on commence trop tôt, en plus, plus on est jeune, plus les seins sont sensibles. Donc, plus on a de risque quand même de faire une grande absorption de rayons par la glande mammaire. Donc, on peut pas conseiller aux patientes de 30 ans de faire des mammographies, sauf celles qui ont qui ont des gros antécédents. En revanche, c'est important quand même d'être, en tant que femme, d'être toujours suivie par un gynécologue qui nous examine au moins une fois par an, d'avoir quelques notions d'autopalpation, même si ça fait pas le tout, même si on sait très bien qu'on peut pas dépister tous les cancers soi-même, même si ça peut être anxiogène, mais c'est quand même important d'avoir quelques notions et de connaître quelques signes d'alerte. Mais de toute façon, c'est clair, les patientes qui ont 30 ans, en général, quand elles arrivent au cabinet, c'est pas pour un dépistage, c'est parce qu'elles ont senti quelque chose d'anormal, et donc en général, on est déjà un peu trop tard, quoi. C'est ça. Et du coup, les premiers symptômes pour toi quand t'es jeune, là, pour celles qui nous écoutent, à un moment donné, qui se posent la question, peut-être, est-ce que j'ai quelque chose? Les premiers symptômes, ça commence par quoi? C'est quoi? L'autopalpation, ça veut dire tu sens une boule dans ton sein, tu sens que la forme de ton sein ouais, en bouge. fait, il faut apprendre à connaître son corps. Il faut pas avoir peur de se regarder. Il faut pas avoir peur de se toucher. Et donc, il faut savoir à quoi ressemblent ses seins dans le miroir. La première étape de l'auto-examen, de l'autopalpation, c'est de savoir s'examiner dans le miroir. Donc, on peut se regarder dans le miroir. On peut mettre les bras derrière la tête, et il faut regarder si les seins ont pas changé de forme, si le mamelon a pas changé de couleur, s'il est pas devenu rouge, s'il y a pas une plaque qui gratte un endroit avec une bosse ou plutôt avec un creux. Et puis après, au niveau de l'autopalpation, s'il y a une masse, bien sûr, ça c'est pas forcément un cancer, hein, une masse, hein, mais en tout cas, c'est pas normal. Il faut aller consulter pour voir ce que c'est. Il faut pas attendre de voir si ça passe ou pas. Il peut y avoir aussi des écoulements mamelonnaires. Ça, c'est pas normal. C'est pas forcément un cancer, mais c'est pareil, c'est pas normal. Surtout quand c'est un écoulement mamelonnaire qui survient juste d'un sein, d'un seul pore, et qui est sanglant. Voilà, c'est des petites règles générales, sachant que ça fait pas le tout. C'est pas parce que l'auto-examen est normal qu'il y a rien, et c'est pas parce que l'auto-examen retrouve une masse ou un écoulement que c'est forcément un cancer, mais ça reste des petits signes d'alerte. Et donc, du coup, Laetitia, forcément, ça doit faire écho ce que Maëva est en train de raconter. Toi, c'est à quel âge que tu as découvert ton cancer et comment est-ce que tu as eu, quel signe tu as eu Bah, j'avais quand j'ai été dépistée, je m'en suis rendu compte donc j'avais 47 ans. Simplement je toussais régulièrement mes seins, mais parce que j'avais des douleurs en fait, j'avais les seins qui avaient un peu grossi, bizarrement, j'avais pas des gros seins donc ils avaient un petit peu gonflé. J'avais tout le temps une tension dans les seins, comme en période de règles, mais qui était permanente en fait. Et puis j'avais justement, comme tu dis, j'avais au niveau du mamelon, ça me grattait, ça me démangeait tout le temps. Et ça me faisait des espèces de fourmis, c'était très désagréable. Et puis voilà, j'ai commencé c'était simplement devant la télé, hein, j'étais devant une série devant Netflix, tranquille. Et puis j'ai commencé à me gratter les seins, puis à toucher comme ça. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des espèces de masses en fait au niveau proche du mamelon. Et alors au départ, j'ai fait un petit déni pendant un mois et demi. Je me suis dit non, c'est pas grave. Voilà, on n'a pas trop envie d'être face à ça. Et puis j'ai commencé à sentir, je me sentais fatiguée de plus en plus. J'avais tout le temps envie de dormir. Je suis plutôt dans l'hyperactivité. Je suis assez énergique. Voilà. Puis j'ai cette connaissance du corps via mon métier aussi. Je suis sophrologue, donc je suis toujours dans l'écoute de soi. Mon corps, je le connais par cœur. J'ai aussi une fibromyalgie assez sévère, donc à partir de là, je sais reconnaître assez vite des symptômes de fatigue, des symptômes de douleur. Voilà, j'ai fait un très très gros travail sur moi pendant des années.
Et aujourd'hui, mon corps, je sais quand il va ou quand il va pas. Et là, en fait, voilà, j'ai senti que cette fatigue, elle était pas normale. J'ai une fatigue chronique, mais c'était plus de la fatigue chronique, c'était de l'épuisement. Moi, la moindre chose que je faisais, j'étais essoufflée, j'étais fatiguée, j'avais tout le temps des vertiges. Alors, sachant que j'étais en plus encore sous pilule. Donc, pilule, cancer, la combinaison, pas du tout bon. Donc, il y avait toute cette partie hormonale qui était complètement, on va dire, développée. Et j'avais des vertiges en permanence, je me sentais pas bien. Voilà, j'avais beaucoup de malaise, etc. Et du coup, comme j'ai eu un enfant, donc j'ai eu mon petit Kinder surprise, voilà, à la quarantaine, à 43 ans, quoi. Je suis tombée enceinte à 43 ans. C'était une grande surprise pour mon mari et moi. Et on a donc je l'ai allaité, et puis je devais faire, suite à ces allaitements, tous les 1 an, tous les 1 an et demi, quand on a un enfant comme ça après la quarantaine, on doit faire des mammographies régulièrement. Donc c'était justement la période où je devais faire cette fameuse mammographie. J'avais rendez-vous avec mon gynécologue qui était programmé. Et quand je suis allée la voir, je m'en suis rendu compte peut-être une semaine, quoi. Ça faisait 1 mois. Après, on est arrivé sur juillet. Excusez-moi, je vais un peu vite. On est arrivé fin juin, et je suis allée voir ma gynéco qui m'a dit bon, là maintenant il faut aller faire une écho, fallait faire une mammo, pardon, dans les 3 jours en fait. Voilà, il y avait pas de, c'était assez urgent. Donc on m'a prise j'ai appelé le centre de radiologie qui m'a pris, j'ai expliqué le problème, qui m'ont pris immédiatement. Ils m'ont pas du tout fait attendre. J'ai eu un rendez-vous dans la semaine. Et puis voilà, le diagnostic est tombé assez rapidement, où je suis tombée sur, par contre, moi en tout cas personnellement dans mon parcours, à partir du moment où on m'a diagnostiqué, j'ai eu un accompagnement médical extraordinaire de tous les centres que j'ai pu côtoyer. Parce qu'en fait, quand vous êtes dépisté, après c'est tout est rapide. Voilà, vous faites que ça, et ça peut jusqu'à temps s'il y a une opération prévue, voilà, ce qui a été mon cas, qui se fait tout le long. Vous avez un accompagnement pendant tout le long jusqu'à l'opération qui est pratiquement quotidien. Comment on te l'a annoncé en Alors fait, justement, j'ai fait cette échographie. Je suis allée dans cette centre d'échographie qui est à côté de ma maison. Je me suis pas trop voulu me prendre la tête, aller trop loin. Puis on en avait parlé la veille avec mon mari. Je dis bon, écoute, je vais aller faire une écho, je vais aller faire une mammo. Je sens que cette fois-ci, je pense qu'ils vont pas m'annoncer une nouvelle très positive. Donc on s'est posé avec mon mari, bon, lui qui voilà, et qui m'a dit mais non, ça va aller. Je dis écoute, là je pense que non, en fait, je pense que je le sens dans mon corps, je sens qu'il y a un truc qui va pas, je suis trop fatiguée, je suis pas comme d'habitude, mes seins me font trop mal. Alors par contre la douleur, je fais juste entre guillemets, la douleur, c'est 5% des femmes qui la ressentent. Moi je l'ai ressentie suite à, je pense que j'ai eu cette chance avec cette fibro où je ressens toutes les douleurs, voilà, les douleurs. Je l'ai pas décrite parce que c'est pas un signe. Voilà, exactement. Normalement, le cancer, c'est silencieux, mais en fait, moi, le fait d'avoir une fibromyalgie qui est en plus assez sévère. C'est quoi une fibromyalgie? Tu peux nous expliquer? C'est une maladie en fait, ça s'appelle la maladie de la douleur. T'as des douleurs en fait musculaires et articulaires en permanence, et il faut apprendre à vivre avec ça. Moi, grâce à la sophro, j'ai fait beaucoup de médecine. Voilà, j'ai fait de la médecine douce. Voilà, je fais de l'acupuncture, je fais pas mal de choses à côté qui font que j'ai réussi à gérer toute cette douleur dans mon quotidien. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est 5% de la population féminine qui ressentent de la douleur. Donc, je sais pas si Maëva va. C'est ce qu'on m'a expliqué. Les douleurs, c'est rare que ce soit un signe de cancer. Voilà. Alors, il y a beaucoup de patientes qui consultent pour des douleurs. Moi, en général, je leur dis jamais ça parce que malheureusement, tu sais que tu as quand même un risque de tomber sur un cancer. Donc, faut jamais dire à une patiente qui arrive avec des douleurs, vous inquiétez pas, les douleurs, c'est rien, parce que tu sais très bien que tu peux tomber sur quelque chose. En revanche, quand tu as vu qu'il y avait rien, tu peux leur dire, de toute façon, c'est très rare que les douleurs soient mauvaises annonciatrices. Mais en revanche, ce que tu as dit par rapport à ton travail sur la connaissance de ton corps, c'est quelque chose d'hyper important, et t'as eu cette chance en fait de pouvoir sentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ce qui est très rare parce qu'il y a beaucoup de patientes au contraire qui viennent et qui disent moi pourtant j'allais super bien, tout va bien, non mais c'est pas possible, vous vous trompez. Et ça c'est hyper important. Et d'ailleurs quand j'ai commencé la mammographie, j'ai mon chef de service qui
qui maintenant est à la retraite, donc qui était plutôt un ancien, m'avait donné un vieux livre de 1970 et dans lequel il y avait écrit dans les signes de cancer du sein, il y avait écrit « Si la patiente vous décrit que quelque chose n'est pas comme d'habitude ». Et ça fait partie des signes. Il y a des patientes, il y a certaines femmes qui, comme toi, se connaissent très bien et savent qu'il y a un truc qui va pas. Et quand elles disent qu'il y a un truc qui va pas, il faut chercher jusqu'au bout parce que c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est rare. Et du coup, si je peux rebondir, Maëva, quand, comme tu as dit que tu as été encadrée par des super médecins quand on t'a annoncé la nouvelle, comment tu fais pour tous les matins, des fois, tu sais pas si tu vas annoncer cette nouvelle à quelqu'un? Enfin, comment on vit avec après quand on rentre chez soi? Enfin, comment ça se passe, en fait, tout ce moment? Je sais pas si c'est toi qui annonces la nouvelle ou. Alors, Laetitia, c'est un cas, c'est un cas particulier. Elle a comme on a vu, elle a une bonne connaissance de son corps. Elle avait conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle a tout de suite compris. Elle est venue pour dépister un cancer. Elle savait qu'il y avait quelque chose. C'est extrêmement rare, en fait. Il y a beaucoup de patientes qui viennent. Déjà, toutes les patientes ne viennent pas avec une masse qu'elles ont palpée ou une anomalie qu'elles ont palpée. Il y a beaucoup de patientes qui viennent pour leur contrôle de tous les 2 ans comme d'habitude, et si tu veux, elles ont leurs petites habitudes, hein. Une patiente de 60 ans, elle vient depuis 20 ans faire sa mammographie tous les 2 ans à Paris dans son petit cabinet, et puis après elle prend son café avec sa copine, et après elle va au cinéma. Elle, ça l'emmerde un peu en fait que tu lui annonces qu'il y a un truc, donc elle vient pas pour ça. Donc il y a différents types de patientes, tu sais très bien que tu vas devoir t'adapter aux patientes, et que il y en a certaines qui seront prêtes et qui vont demander à savoir si c'est un cancer ou pas, qui vont même prononcer le mot cancer, et il y en a d'autres qui vont pas vouloir savoir, qui vont juste vouloir savoir qu'est-ce qu'elles doivent faire là maintenant. Et quand tu as fait une mammographie qui est tu sais, quand tu fais une mammographie, en fait, tu vois des images, t'as aucune certitude. La certitude, tu l'as une fois que les cellules sont vues dans le microscope de l'anatomopathologiste. Donc, tu peux te cacher derrière ça quand tu as une patiente qui n'est pas prête à encaisser la mauvaise nouvelle. Tu sais que tu vas avoir ce délai supplémentaire de 10 jours, 15 jours, et tu lui dis, voilà, moi, il y a quelque chose qui est complètement anormal. Il va falloir absolument faire une biopsie en urgence. Tu la préviens bien, tu organises tout pour que ce soit fait en urgence. Et on aura le résultat. Donc, tu continues de la préparer, en fait, de la mettre sur la voie il y a quelque chose qui est pas normal. Mais toi, tu sais, à ce moment-là. Souvent, tu sais, après, ça dépend des cas, hein. La mammographie, c'est l'imagerie du sein, c'est une imagerie qui est très standardisée, et donc tu sais que tu as des images. En fait, les images sont classées en ACR 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, ça veut dire c'est un sein qui est complètement normal, sans anomalie. 2, c'est une anomalie qui est complètement bénigne, et tu le sais, il y a aucun risque que ce soit un cancer. 3, c'est le risque de cancer est extrêmement faible, de l'ordre de moins de 1%. Donc, tu dois recontrôler l'image, tu vas pas faire une biopsie. 4, c'est un peu borderline, mais tu ne sais pas à ce moment-là. Quand tu es en 4, tu sais pas. Tu sais que il y a des patientes où tu sais pas. Et après 5, c'est t'es sûr à 99% que c'est un cancer. Et puis t'as certaines très bonnes surprises, mais honnêtement, moi j'en ai jamais eu. C'est on se les montre quoi à l'hôpital, tu sais, on se les montre les bonnes surprises comme ça. Mais voilà, après forcément il y a des cas qui touchent plus que d'autres, et en tant que femme, je parle pas en tant que médecin, mais en tant que femme forcément il y a des patientes avec lesquelles je vais beaucoup plus m'identifier que d'autres. Et avec qui ça va être moins facile, et je vais rentrer chez moi avec le gros sur le cœur, mais heureusement c'est pas. Puis t'as pas forcément le suivi avec les gens à qui t'annonces, tu sais pas forcément. Alors moi je prends toujours des nouvelles de mes patientes. Après dans la majeure partie des cas, tu sais que ça va bien se passer, hein. Moi il y a beaucoup de patientes que je vois avec des ACR5, comme je viens de vous dire, où t'es sûr que c'est un cancer. Tu les mets sur la voie, quoi. Donc tu prévois la biopsie, tu sais que ça va être ça, tu prévois directement le rendez-vous avec le chirurgien, tu prévois toute la suite. Et puis si elles sont prêtes à entendre quelque chose, tu sais que ça va bien se passer, tu leur donnes un message d'espoir, tu dis dans un an ce sera derrière vous. Et puis il y en a d'autres où malheureusement tu sais que ça va être, il y a des cas qui sont vraiment où tu sais que ça va être vraiment compliqué. Tu sens que ça va être beaucoup plus compliqué, c'est rare, mais non, voilà, c'est surtout ces cas-là qui font beaucoup qui font beaucoup de peine, où tu vas rentrer chez toi. Qu'est-ce que du coup, c'est les cas jeunes, parce que plus t'es jeune, plus tes cellules se reproduisent, et donc du coup, plus tes cellules cancéreuses se reproduisent aussi. Il y a un truc par rapport à l'âge, c'est-à-dire qu'une femme de 80 ans a moins de risques que ce soit plus agressif qu'une femme de 25 ans, par exemple. Oui, en général, c'est ça. Plus on est âgé, moins le cancer va être actif. Plus on est jeune, plus il va l'être. L'avantage aussi chez les jeunes, c'est pour ça que les traitements sont beaucoup plus agressifs, entre guillemets, chez les patientes jeunes, parce que
parce que plus le cancer est agressif et plus il va réagir au traitement. Et toi, ça te touche, j'imagine, d'entendre le témoignage d'une radiologue qui passe ses journées à faire ça. Comment toi, si je peux poser cette question comme ça, comment t'as pris cette nouvelle? Comment est-ce que le temps s'arrête? Comment ça se passe en fait? Ouais, en fait, il y a un avant et un après cancer. T'as un monde du cancer. Maintenant, quand moi on me l'a annoncé justement, je rejoins Maïva où je pense que moi tout mon accompagnement, ils ont su que j'étais prête en fait à prendre cette maladie, mais de la prendre vraiment de corps, que j'ai envie de dire. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Voilà, j'avais envie d'aller battre ce cancer, d'en faire mon cheval de bataille, dans le sens où quand quand j'ai eu ma première mammo justement où je suis arrivée, la dame elle est venue, la dame qui faisait l'image et m'a dit oui, vous inquiétez pas, ça doit être vous devez avoir des kystes, c'est la pilule, ça doit pas être grand chose. Puis dans les 5 minutes qui se sont suivies, bon moi personnellement, en tout cas dans mon cas, je parle bien, hein, j'ai vu que il y a une modification faciès qui s'est faite. Elle m'a dit, elle est sortie de la pièce, elle m'a dit je reviens dans 5 minutes, je vais voir la radiologue. Elle est revenue, elle m'a dit bon on va continuer les images. Donc je sentais déjà que ça allait pas très positif. Puis après elle m'a fait attendre à peine 5 minutes, elle m'a dit rhabillez-vous, je vous fais patienter, la radiologue va venir vous parler. Après ils m'ont mis dans une salle, ils m'ont dit bon venez dans une salle, est-ce que vous êtes accompagné? Donc là bon on se pose même plus de questions. On sait qu'on va nous l'annoncer après. Moi à ce moment-là, je me suis dit ok, bon, j'ai un cancer du sein. Je m'étais préparée plus ou moins pendant le mois et demi où j'avais fait un peu l'autre préparation. Voilà. Mais en fait, voilà, je voulais qu'on m'annonce les choses franchement. J'avais besoin d'avoir ce rapport franc en fait face à ça, face au diagnostic et parce que pour moi, il était essentiel de pouvoir tout de suite aller chercher la solution. Moi, je parle de ce principe-là. Quand j'ai un problème, il faut que je trouve une solution. Et là, le but, c'était, OK, il y a le problème, il est là. De toute façon, je peux pas le contourner, il est là. J'ai le cancer. Donc maintenant, je vais aller vers la solution pour aller chercher le positif. Et donc. c'est arrivé tout de suite, ça, le positif dans ta tête? Alors, je dirais pas le positif, mais aller trouver la solution. Oui. Non, le positif, il arrive pas tout de suite. En général, le positif arrive au moment où on est sur des rails pour le traitement. Voilà. Alors, non, moi, c'était bien avant, mais je l'ai pas vécu un peu comme tout le monde, mais encore une fois, je suis sophrologue, et puis j'ai un vécu, qui est différent peut-être, j'ai un parcours un peu différent. J'ai vécu un deuil, on va dire, difficile. Voilà. J'ai perdu un enfant de 14 ans d'une méningite en 4 heures de temps, d'une méningite foudroyante. Et il a fallu déjà qu'avant ça, tu fasses ton combat. J'ai eu mon combat. J'ai eu un combat à passer 5 ans avant, en fait. Ça faisait 5 ans pile. Justement, ça fait partie de ce cancer. Ce cancer qui est déclenché par des chocs émotionnels. Voilà. Tu m'as dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc, c'est un cancer qui est pas du tout génétique ou quoi que ce soit, c'est plus un cancer. Voilà, je suis la seule de ma famille, que ce soit du côté de mon père, du côté de ma mère, à avoir eu un cancer du sein, qui est un peu inexplicable. Donc, ça peut être provoqué. Je pense que Maïva va confirmer ça. Peut être aussi provoqué par un choc émotionnel. 5 ans avant, j'avais perdu mon fils. Voilà, mon fils de 14 ans. Donc à partir de là, j'ai développé un cancer du sein gauche. Le cancer du sein gauche, on m'a expliqué que c'était aussi le sein de l'allaitement. Donc voilà, de la maternité. Donc ça expliquait aussi peut-être tout ça. Et parce qu'on cherche à savoir pourquoi on a un cancer, pourquoi il se développe, si finalement, quand j'ai les résultats de ma biopsie qui m'ont dit que c'était un hormonodépendant, que j'étais que voilà, c'était une exception, c'était limite un accident de la vie, voilà, qu'on n'expliquait pas vraiment pourquoi j'avais un cancer, parce qu'on cherche à savoir pourquoi nous avons un cancer, comment ça se déclenche, et c'est l'une des premières questions qu'on se pose. Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça se déclenche? Pourquoi je fais partie de ces statistiques? Voilà, donc on m'a expliqué que ça pouvait mettre 5 ans à se développer suite à un choc émotionnel, que c'était assez fréquent quand justement une personne
vivait un deuil compliqué, un deuil dévastateur, j'ai envie de même dire. Et à partir de là, il y a eu toute cette reconstruction et voilà. Et c'est ma poitrine qui a parlé tout simplement. Et du coup, par rapport à ce que tu as vécu, qui est quand même l'insurmontable j'ai l'impression que c'est la chose la plus difficile qu'on peut vivre sur cette terre. Comment t'as pris ce deuxième combat qui arrivait à toi? Tu t'es dit... Alors, le deuxième combat, alors là, j'étais en mode warrior. Tout de suite. Comme voilà, en fait, c'est ça. Je pense que les médecins ont compris parce que c'est la première chose. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai vécu un deuil. Ok, d'accord. Donc là, vous pouvez me dire, en gros, là, devant le médecin, je lui dis, c'est la suite. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? La prise en charge. Expliquez-moi. Alors, ils m'ont expliqué les différentes étapes. Ils m'ont dit, alors, immédiatement, moi, ça a été immédiat. Tout le monde m'a dit, projetez-vous sur la prise en charge. Il n'y a pas eu de dire cancer, pas cancer, on va voir. Alors, ils m'ont dit, oui, ça, on peut avoir, comme tu disais tout à l'heure, Maëva, je l'ai entendu, où on dit, on peut avoir des grandes surprises. Mais bon, on a vu, j'avais déjà deux belles tumeurs, deux belles masses qui étaient pas complètement, qui étaient un peu discornues d'après ce que j'ai compris. Donc, il y avait pas trop de discussion à avoir sur ça. Et puis, comme je pense que j'étais prête à l'entendre, ils m'ont dit, bon, projetez-vous, laissez-vous porter, laissez-vous accompagner. Voilà. Donc ça, je l'ai entendu. Après, la première chose que j'ai fait quand on me l'a annoncé, je suis rentrée chez moi. C'était la canicule, je me rappelle. J'avais peur vis-à-vis de mes enfants. Je savais pas comment annoncer à mon fils qui avait que 3 ans. Ouais, c'est ça. Mon fils qui avait une vingtaine d'années, de leur annoncer qu'on allait encore vivre une galère en fait, et que moi je reprenais ma vie en main. En plus, j'avais monté mon cabinet sophro. Je suis membre du bureau d'une association de thérapeutes sur la ville de Sucy. Ça s'appelle Sucythérapie alternative, où on fait justement, on fait de la prévention santé. Voilà, on fait pas mal de choses sur la ville et en dehors de la ville, où je suis entourée de beaucoup de thérapeutes. Et la première chose que j'ai fait, l'une des premières choses, bon, bien sûr, je me suis écroulée, hein, j'ai pleuré, hein, je reste sensible, hein, et j'ai appelé un de mes amis thérapeutes, qui est hypno et infirmier, qui est aussi président de l'association, et je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, Jean-Michel, voilà, c'est le seul à qui j'ai parlé dans un premier temps, et en dehors de mes parents, et j'ai dit, on vient de me diagnostiquer un cancer du sein. Et là, il m'a dit, ok, d'accord, ok, Letty, faut que tu sois forte. T'es forte, je le sais. Je vais t'accompagner. Et donc, j'ai décidé de faire de l'hypnose. Donc, j'ai fait 1 ou 2 séances d'hypnose. J'ai fait énormément de sophrologie. Bon, j'en fais beaucoup dans ma vie, hein, ça fait partie de ma philosophie de vie. Mais là, particulièrement, je suis allée beaucoup sur des visualisations de très positives, de confiance. J'avais plus confiance en mon corps. Mon corps, il m'avait encore une fois lâché. D'accord. Là, l'univers m'avait encore lâché. J'avais l'impression d'être un pion sur un échec. On me disait, OK, je retrouvais enfin ma vie. J'étais en train de me reconstruire. Tout se passait bien dans mon métier, dans ma vie. Socialement, je reprenais mes marques. Je commençais à ressortir. Je commençais à revoir mes amis. Je commençais à être de nouveau bien réellement dans le monde extérieur, en fait, suite à ce deuil. Parce que avant tout ça, quand je sortais, quand je voyais du monde, je ne faisais qu'une apparence. Je me maquillais extrêmement. Il fallait que je montre une face de moi très positive, mais en fait, j'étais en véritable souffrance et j'avais qu'une envie, j'étais en survie. Là, par contre, j'étais plus en survie. Aïe, je vivais de nouveau grâce à ce petit garçon qui est arrivé dans ma vie, mon petit Kinder Surprise, qui m'avait redonné enfin une envie de vivre et des objectifs de vie. Et là, il fallait de nouveau. On me parlait de mort. Le cancer, c'est l'associatif. Faut pas se voiler la face. L'association, on fait une association à la mort. Je crois que dans cette annonce de cancer, en fait, c'est ça. C'est de me dire, est-ce que je vais élever mon fils? Et donc, il fallait que je puisse l'élever. Et il était hors de question que ce cancer prenne sur moi. Donc, il a fallu que je me batte. Et c'était rigolo parce que même la nuit, je rêvais, en fait. Alors, c'était marrant parce que je me battais contre des adolescents bizarrement.
j'étais devenue. Alors, je sais pas si moi, dans ma jeunesse, j'ai beaucoup joué à Street Fighter. Ouais, exactement. Hyper propre. Voilà. Et j'étais devenue une vraie fighteuse dans tous mes rêves. Et d'ailleurs, ça fait partie de mon accompagnement. Quand j'ai fait de l'hypnose, je me voyais toujours en train, et j'étais toujours gagnante. Je leur mettais une tannée, mais c'était dingue. Et tous les matins, je me réveillais, mais reboussant en disant, non, mais en fait, tu vas lui mettre une tannée à cet enfoiré de cancer. Il va pas gagner. Et je lui disais, mais tu vas pas gagner. Tu crois que tu vas m'avoir? Mais attends, mais moi, tu sais même pas par où je suis passée. Tu crois que sincèrement, tu vas pouvoir venir me bouffer ma vie et m'empêcher d'élever mon gamin et d'être encore présente même pour mon fils, mon mari, mes parents, voilà. Et puis, j'avais pas envie que mes parents vivent ce que j'avais vécu, le deuil d'un enfant. Il y a pas pire que de vivre le deuil d'un enfant. C'est pas dans la normalité des choses. On n'enterre pas ses enfants, voilà. Donc, il était hors de question que ça arrive à mes parents. Voilà, ou à un membre de ma famille. Je savais que ça allait impacter mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Ça a été, moi, je suis d'une famille très, très, très soudée et très nombreuse. Et très nombreuse, voilà. Et quand la nouvelle s'est répandue, elle se répand très vite chez nous. J'ai eu un soutien inconditionnel, et jusqu'à maintenant encore d'ailleurs. Et donc voilà, donc il était hors de question que tout ça me voilà. Donc j'étais devenue une vraie fighteuse, et à partir de là, je lui ai mis une tannée. C'est pour dire que même quand ils m'ont fait la biopsie, j'étais heureuse. Alors la biopsie, ils vous endorment le sein, etc. Mais ils vous sortent cette aiguille là, voilà, et ils viennent ponctionner votre sein, mais moi j'étais heureuse à ce moment-là. Je m'en foutais d'avoir mal en fait, parce que je me disais, ah ouais, t'es venue, bah voilà, maintenant t'es en train de payer en fait. J'étais devenue vraiment une vraie combative à ce niveau-là, et mon ami hypno avec qui j'ai fait ces quelques séances m'avait donné, pour représenter mes masses, m'avait donné, parce qu'il travaillait avec des objets, m'avait donné 2 petites boules. Alors à l'époque, j'ai eu trois tumeurs, mais une qui est venue en fait juste avant l'opération. Donc j'avais 2 tumeurs au départ. Il m'a donné 2 petites boules en espèce de coton, et il me disait, bah écoute, tu leur parles, tu les mets dès que tu sens que t'as les nerfs, t'es pas bien, que t'es en colère, que ça te fait du mal, que tu sais pas comment gérer, tu les prends et puis tu les martyrises, ces petites boules. Et ben en fait, jusqu'à mon opération qui a été programmée 1 mois et demi après ma prise en charge, en fait, le 1er juillet, on m'annonce donc mon cancer. Le 26 août, on m'opère d'une mastectomie. Voilà. Et voilà, pendant 1 mois et demi, j'ai martyrisé. Et à la fin, une fois que j'ai eu la mastectomie, en fait, je les ai brûlés. Je les ai mis dans le feu. Voilà, j'avais gagné. Dans la flamme. Exactement, dans la flamme des années 80. Moi, j'ai ma sœur qui a eu un cancer du sein jeune aussi à l'âge de 29 ans. Et en fait, on l'avait appelé Fernand. Et c'est vrai qu'on lui avait donné un nom. Au cancer, en fait. Au cancer, non, mais c'est hyper important de le nommer. Au cancer, et on l'appelait Fernand. Et sa chimio, on l'appelait Edith, et c'était Edith Paf, notre Fernand. Et en fait, on a tellement rigolé. Et en fait, mais vraiment, elle disait, ah, ce bâtard de Fernand et tout. Et on était vraiment en train de tout le temps l'insulter, dire, mais casse-toi, Fernand, et tout. Ça. Et en fait, du coup, à la fin, il y a eu un espèce de truc où on s'est dit, peut-être effectivement toute cette énergie positive et en fait d'envoyer tout ça au cancer. Est-ce que toi c'est quelque chose, parce que on parle souvent, toi Maëva, parce que on parle souvent du cancer qui est une maladie très psychologique. Donc là, on l'a abordé avec le deuil. Souvent, il y a des études qui commencent à montrer que c'est après un gros deuil, après un licenciement, après un divorce difficile. Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse partie de psychologie dans cette maladie et que effectivement, dans le traitement, il y a aussi la psychologie qui peut interagir dessus? Moi, la notion que j'ai, c'est effectivement, on voit beaucoup de cas comme Laetitia où il y a une prédisposition qui est là et les choses sont accélérées par un événement tragique. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, un licenciement. Ça arrive très très souvent. Après, je pense que de toute façon, pour traverser cette épreuve, il faut forcément trouver ces solutions, comme toi tu as trouvé les tiennes avec les petites boules, avec la sophrologie, avec l'hypnose, et c'est extraordinaire. Je pense que tout ce qui est paramédical à ce moment-là est extrêmement, extrêmement important. C'est important en fait
d'avoir un but, d'avoir des trucs, de pas juste aller faire une chimio et d'avoir la gerbe, de perdre les cheveux. Enfin, je ne sais pas exactement par quel traitement tu es passé, mais en tout cas, c'est important de pas passer juste par des phases atroces, mais d'avoir des choses à côté. Après, j'ai pas envie de dire que ta volonté de guérir va changer quoi que ce soit, parce que ce serait un peu punir les pauvres patientes qui rechutent, qui récidivent, qui s'en sortent pas. Bien sûr. Je sais pas si c'est pas un peu c'est pas un trop gros raccourci Mais en tout cas, tu recommandes de pouvoir se donner la possibilité à côté, comme on disait, l'hypnose, des choses, en fait, d'avoir cette espèce de porte de sortie pour essayer de le considérer autrement à côté et de le battre aussi par le mental. En fait, tout cas, tester la chose. Je pense que c'est très important, effectivement, de trouver sa manière à soi d'aller mieux. Et puis, comme tu l'as décrit tout à l'heure, quand on est diagnostiqué d'un cancer, mais comme toutes les maladies et toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, on se demande pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, on passe par cette phase qui ne sert absolument à rien, mais qui est complètement humaine et saine, de se dire pourquoi ça m'est arrivé à moi et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire. On essaie de revenir en arrière, comme ça nous est tous arrivé dans la vie pour X et X raisons. Mais en tout cas, ça permet aussi de détourner l'attention sur, ok, focus ton attention sur le traitement, qu'est-ce que tu as à faire, où tu vas, quelle est ta direction. Et voilà. Et puis c'est vrai que c'est un moment où on devient un petit peu fou. En fait, la vie est plus la même. Quand tu dis il y a une vie avant, et puis il y a une vie, ta vie est chamboulée du jour au lendemain. Un jour, on t'annonce que t'as un truc, et puis le jour d'après, t'as un rendez-vous d'une biopsie, et puis une semaine après, t'as le résultat de la biopsie, puis t'as le rendez-vous chir, et t'as le rendez-vous ceci, cela, radiothérapie, etc. Ça s'arrête pas. Donc ta vie, elle est complètement modifiée. Donc là, il y a un moment où il faut trouver des solutions pour pas devenir fou, pour s'en sortir. Moi justement, je l'ai trouvé. J'ai fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait énormément de sophro. Franchement, je le recommande totalement. Pourquoi ? Parce que on a cette perte de confiance en notre corps. Et puis voilà, on a toute ce questionnement qui se fait tout autour. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à ce moment-là? Pourquoi moi, par exemple, c'était pourquoi ça m'arrive au moment de ma vie où je reprends les rênes de ma vie, en fait. Au contraire, là, on devrait justement, j'ai réussi à me sortir de cette tristesse, de ce qui m'était arrivé, que la vie m'a infligé. Et là, de nouveau, on me redonne de nouveau, j'ai encore une épreuve à surmonter. Et puis là, il s'agissait de mon corps de femme, voilà, ma féminité, moi qui posait aucun problème pour moi, j'avais pas de complexe, rien de cet ordre-là. Donc là, c'était carrément toucher à cette féminité qui était compliquée. Et là, voilà, et la sophro, justement, donc la sophro m'a beaucoup aidée à ce niveau-là, de gagner. J'ai fait beaucoup de séances de visualisation sur la confiance en moi, la confiance en mon corps, la confiance en l'avenir. C'est important. Parce que tout ça s'est remis en question. La confiance en ce qu'on va me proposer. Parce que au départ, on sait pas ce qu'on va vous proposer comme parcours d'accompagnement quand vous avez un cancer. Vous savez pas si vous allez passer par la phase chimiothérapie, la radiothérapie. En plus, après, il y a de l'hormonothérapie qui est proposée, avec bien sûr une opération entre. Donc tout ça, moi, je savais pas encore. J'étais pas encore dans ce parcours-là. J'étais qu'au début. Donc il a fallu vraiment que dès le départ, je gagne en calme, en sérénité, et que le stress m'envahisse pas trop. Et la sophro vraiment m'a beaucoup aidée. Oui, parce que du coup, quand tu parles de ton corps et de la féminité, où la sophrologie t'a aidée, t'as eu une mastectomie. Ouais. Donc on peut expliquer ce que c'est une mastectomie. On t'opère et puis on te retire en fait toute la glande mammaire, merci, toute la glande mammaire de ton sein, et voilà. Et puis moi par contre, encore une fois, j'ai eu cette chance d'avoir une proposition d'une reconstruction immédiate. Ça veut dire qu'on m'a fait l'opération et j'ai enchaîné directement pendant l'opération. Ils m'ont mis une prothèse en fait. Donc, alors, faut savoir aussi que ça peut être aussi compliqué, bizarrement. Bien sûr. Parce que on passe d'un sein normal à un sein reconstruit. C'est pas la même chose. Voilà. Moi, le après opération était aussi assez traumatisant, plus que l'avant en fait finalement. Parce que tu retrouves un corps qui n'est pas le tien. Exactement. J'ai pas eu, j'ai eu du mal à faire le deuil de mon sein.
On me parlait de seins tout le temps parce qu'après vous passez en kiné, etc. Et on parle de seins. Moi, mon sein gauche, c'est plus mon sein en fait. Aujourd'hui, moi, c'est une forme que j'ai. Voilà, je parlerai plus de forme. Je ressens plus rien, c'est du carton. Alors j'ai une forme, j'ai une belle forme, hein, voilà, il y a rien à dire, hein, il a été bien refait, etc. Mais c'est plus, j'ai plus de sensibilité. J'ai mon sein, c'est du plastique. Mais là, j'interviens, excusez-moi, je Vas-y, coupe. vas-y. Toi qui fait beaucoup de sophro et qui est très, Très axé sur le qui est corps, très ouais, axé sur sur le corps soi-même, et qui connaît sur le bien mieux que ressenti. moi toutes ces médecines parallèles que je respecte et en lesquelles je crois. Moi-même, j'ai eu recours à des hypnothérapeutes plusieurs fois et je trouve ça très très bien. T'as jamais essayé c'est vraiment une question que je te pose. Vas-y. C'est pas du tout médical. Non, mais vas-y, c'est intéressant. Pour le coup, c'est pas un sujet que j'aborde avec mes patientes. Tu vois, en général, quand je les vois et qu'elles ont été reconstruites, elles vont me dire, ah, c'est joli, c'est pas joli, c'est ceci, puis c'est tellement. C'est tellement exact. Mais non, mais ça, c'est propre On à est soi. tellement pas foutus. Les Ah non, mais pareil, il y en a, elles ont des non. mastectomies, elles ont juste une paroi thoracique, t'as une cicatrice, il n'y a plus rien. Elles sont heureuses, elles s'assument complètement. Il y en a, elles ont des seins reconstruits, j'en ai vu une lundi encore, des seins reconstruits magnifiques. Elle me dit, ouais, c'est pas top, j'aimerais bien. Je dis, mais vos seins, Ah c'est non, mais plus moi, beau que les miens, en fait. Non, mais Mais t'as pas essayé je sais pas, d'essayer avec ces techniques-là, avec de l'hypno, avec de la sophro, d'essayer de retrouver des sensations avec la alors, visualisation? là, pour l'instant, si, j'ai essayé, bien sûr que t'essayes en sophro, par exemple, on fait de la reconstruction cellulaire. Ouais. Il y a de l'accompagnement sur de la Ouais. reconstruction cellulaire. Mais là, pour l'instant, j'ai subi ma deuxième reconstruction il y a un mois. Ouais, c'est trop. Donc là, j'ai eu la symétrie. Donc maintenant, j'ai des gros seins. On le voit. Non, je plaisante, j'ai pas des gros seins. Vous ne J'ai les des verrez plus pas, mais ils sont Vous ne les magnifiques. verrez Nous, on pas, les voit mais j'ai bien. des plus gros seins. Voilà, on m'a fait une symétrie. Pourquoi? Alors justement, j'y viens. Si, je fais de la reconstruction cellulaire, mais je pense qu'il faut du temps. Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, après une opération. Je suis à peine, je suis même pas à 2 ans de l'opération. Je suis à 1 an et demi de ma première opération de ma mastectomie. Donc, je pense que ça va pas revenir tout de suite. Par contre, il faut savoir que l'année, là, j'ai subi ma seconde reconstruction. J'ai vécu ma deuxième reconstruction, pardon. Je vais plutôt le dire comme ça. J'ai vécu ma seconde reconstruction. Donc, en fait, entre ma première et ma seconde, entre le moment où on m'a fait la mastectomie et la reconstruction immédiate, ces 1 an et demi ont été extrêmement longs et extrêmement douloureux physiquement. Toute la partie de mon buste, c'était zone interdite. Que ce soit dans ma vie dans ma vie intime, mon mari, il n'avait pas le droit de toucher cette zone-là. Moi, quand je me passe la crème après ma douche du matin, mes seins, je ne les regardais plus. Je passais juste la crème sur la zone de la poitrine et sur mes cicatrices. Et c'était quelque chose que j'arrivais plus qui était plus devenu pour moi. J'arrivais pas à regarder mon sein. Il avait pas la forme que je voulais, il était trop différent de l'autre. Quand je rencontrais, parce qu'après on voit régulièrement, tous les 3 mois, on voit les médecins. En tout cas pour mon cas, moi tous les 3 mois, je vois les médecins. Ils vous demandent comment vous vous sentez, comment vous vivez les choses, etc. Et moi, je n'arrêtais pas de leur dire, mais j'ai cette différence entre mon sein gauche et mon sein droit, et ça me rappelle toujours cette histoire de cancer. En fait, j'ai plus de cancer, mais je suis en rémission, mais je suis encore dedans. Et je veux plus être dedans, moi. Moi, j'ai besoin de me sentir libre de cette histoire. Et je veux qu'on me refasse les 2 seins. Donc, moi, mon côté positif, justement, j'étais le chercher comme ça. Comme j'ai toujours eu des petits seins, voilà, j'ai décidé d'avoir des seins un peu plus gros. Mais ça arrive souvent, ça. Et voilà. Et je me suis dit, voilà. J'ai eu un cancer. OK. L'univers m'a envoyé un cancer. OK. Il a voulu encore me filer une épreuve. L'univers voulait que j'ai des gros seins. Voilà. Et l'univers a voulu que j'ai des plus gros seins. Alors, pas des gros seins comme je voudrais encore maintenant, mais un peu plus gros. Voilà. Et donc, j'ai les médecins, je suis suivie à Gustave Roussy.
un hôpital que je recommande, ainsi que Curie. Mais voilà, j'ai eu un superbe accompagnement là-bas, et j'ai encore un super accompagnement parce que je suis encore en traitement. Et dès que mon chirurgien que j'aime beaucoup, 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 avec qui j'ai eu un vrai feeling, et voilà, j'ai un affectif avec ce médecin, mais qui m'a pas fait ma seconde reconstruction parce qu'elle est partie en congé maternité. Donc j'ai eu quelqu'un d'autre, mais qui était aussi top et qui était vraiment très bien. Mais en tout cas, toute cette décision de cette reconstruction s'est faite avec mon premier chirurgien, où en fait, je lui expliquais que je vivais tellement mal les choses et que j'arrivais pas à mettre le mode cancer derrière moi, et que j'avais besoin d'aller de l'avant, et que j'avais besoin qu'il y avait une symétrie dans mon corps, parce que moi qui suis sophrologue, on a besoin de sentir ces énergies, qu'elles soient en harmonie. Et mon corps, en fait, il y avait plus d'harmonie dans mon corps. Voilà. Et j'avais besoin de retrouver cette fameuse harmonie. Donc, cette harmonie, il fallait qu'elle passe par par cette opération. Et j'ai demandé cette reconstruction symétrique, qui a été acceptée immédiatement, bien sûr, parce que psychologiquement, j'en avais besoin. Et au départ, elle m'a dit, bon, vous voulez quoi? Alors, je lui ai dit, moi, je veux un bonnet F. Elle m'a regardé avec des yeux. Mais vous savez que ça va pas être possible, Laetitia. Parce qu'attendez, il faut savoir que vous voyez Laetitia, elle est toute fine quand même. Donc, un bonnet F, parce que vous la voyez pas là, mais c'est impossible. On est tous d'accord, on n'est pas médecin, on est tous d'accord avec le médecin. Bien sûr, je plaisantais. mais finalement, on est passé sur un bonnet B+. Voilà. J'avais demandé un bonnet C, j'ai le droit à un bonnet B. Bon, voilà. Mais je pense qu'ils ont eu raison, voilà, par rapport à mon ossature, etc. Je pense qu'ils font les choses de manière intelligente, et on n'est pas sur de la reconstruction esthétique comme on peut voir. Voilà, on est sur de la reconstruction esthétique, mais bon, faut pas oublier qu'il y a eu un cancer derrière. Et mes seins sont quand même différents de seins quand on fait ça juste pour l'esthétique. Donc voilà, elle m'a fait cette opération, et aujourd'hui, je suis à 1 mois de l'opération. C'est très bizarre. Une semaine après l'opération, je montrais mes seins à tout le monde. Je me suis caressé les seins. Je ne fais que ça. Et mon mari a le droit de retourner sur cette zone. Voilà. Donc je me sens de nouveau surtout en harmonie avec mon corps, et je me sens bien, et voilà. Et pour moi, c'est le positif, et dans des épreuves difficiles, en tout cas dans toutes les épreuves que j'ai vécues. Ma première épreuve, j'ai eu mon petit Kinder Surprise, voilà. Je pense qu'il m'a été envoyé. Il était pas censé être là, donc voilà, il est arrivé, et je pense qu'on me l'a envoyé, que voilà, il m'a été envoyé par mon ange. Et puis ce cancer, et puis voilà, c'est peut-être encore pour me faire grandir, et puis être enfin en résilience pour tout. Voilà. Mais c'est important ce que tu as dit. Parce que effectivement, on est vraiment guéri le jour où on a retrouvé, pas le jour où le cancer est parti, où il a été opéré et qu'on n'a plus de cancer, mais le jour où on a retrouvé le corps qu'on accepte. Et ça, c'est très différent selon les femmes. Il y a des femmes qui vont vouloir avoir les seins symétriques, d'autres qui vont vouloir avoir une forme, d'autres qui vont vouloir rien avoir, qui vont s'accepter en tant que telles. Et c'est pour ça que la reconstruction, c'est quand même une étape qui est extrêmement, extrêmement importante, et qui fait partie du traitement. Même si c'est pas l'étape qui sauve la vie de la patiente, c'est quand même l'étape qui sauve, c'est quand même l'étape qui sauve son psychisme, en fait, la suite de sa vie, quoi. Telle qu'elle soit, il y a des femmes qui font des tatouages, Exactement, il y a des gens. Je trouve ça génial de pouvoir d'être que vous fassiez, en fait. Moi personnellement, j'avais besoin de cette reconstruction. Parce que moi, j'ai cette certaine féminité que j'ai envie de garder, et que voilà, pour moi, les seins, ça fait partie de la féminité. Il y a des femmes qui n'ont pas cette envie forcément, et qui sont dans cette acceptation de pas se faire reconstruire. Il y a des femmes qui ne peuvent pas aussi, parce que des fois, on ne peut pas faire la reconstruction. Alors, il y a toujours une méthode pour reconstruire. En fait, il y a une grosse... Il y a un temps, en fait, je crois. On peut pas faire la reconstruction forcément en un temps. Voilà. C'est-à-dire que, mais en général, un an et demi après l'opération, on peut faire une reconstruction. Après, il y a une grosse désinformation au niveau de la reconstruction. Ça peut être soit se faire par prothèse. Donc là, on met une prothèse sous la peau, et on reconstruit plus ou moins le mamelon. Et elle peut aussi se faire par autogreffe, c'est-à-dire on greffe une partie du corps de la personne. Donc ça peut être soit du dos, comme on a proposé un grand dorsal à ta maman. Donc ça, c'est le muscle grand dorsal, mais c'est un peu à l'ancienne, cette technique. Maintenant, il y a beaucoup de techniques avec des lambeaux de graisse au niveau du ventre ou au niveau des cuisses et des fesses. C'est ce qu'on m'avait proposé. On m'a proposé les deux techniques, en fait. C'est des super techniques, c'est des techniques qui vieillissent super bien. C'est des grosses opérations, il faut avoir envie de passer, parce que c'est vraiment des grosses opérations. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Voilà, avec
avec des suites opératoires qui sont plutôt longues et qui peuvent être compliquées. En revanche, après, il y a plus besoin de réopérer et c'est quelque chose qui vieillit vraiment super bien avec les patientes parce que comme c'est leur graisse, leur corps, leur peau, et ben si elles grossissent, ça grossit, si elles maigrissent, ça maigrit. Donc Oui, le corps reconnaît, très, voilà, c'est très très naturel. Mais après, il y a pas de toute façon, il y a pas de bonne recette. On est toutes foutues différemment. Donc après une reconstruction. Dans le corps et dans la tête aussi. Donc voilà, c'est ça. Et après après une chirurgie des seins. Et moi, j'en vois des patientes avec des seins extraordinaires après cancer du sein qui sont pas contentes. Je vois de tout, quoi. C'est très drôle. Mais le principal, c'est surtout d'être satisfaite et voilà. Et aussi, je rebondis sur quelque chose que tu as dit parce que on dit que les choses arrivent pour une raison et c'est dur de dire ça quand on n'a pas vécu quelque chose, tu vois. Je peux pas te dire les choses arrivent. Tu nous parles de deuil de ton enfant, je peux pas te dire les choses arrivent pour une raison. Enfin, c'est trop dur. Tu peux pas dire ça à quelqu'un d'autre, mais j'ai cette philosophie, moi aussi, de me dire à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, c'est arrivé pour quelque chose, essaie de tirer la leçon, essaie d'avancer. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler en mammographie, j'avais 25 ans. Faut savoir que j'ai commencé les stages en mammographie en me disant, je vais voir. J'étais radiologue, mais je me disais peut-être ça va me plaire, peut-être ça va pas me plaire, mais ça reste, quand t'as 25 ans, tu te dis, putain, je vais aller voir des femmes qui ont un cancer du sein. C'est quand même grave. Ça touche à la féminité, ça fait peur à toutes les femmes. C'est quand même horrible. Je suis arrivée en me disant, ça va être horrible. Et en fait, j'ai vu cette force chez toutes les femmes. Je les ai toutes vues, mais comme tu es, des guerrières. Toutes celles que je voyais en suivi, pas celles que tu vois en dépistage. Celles que tu vois au moment du dépistage, en général, c'est beaucoup plus compliqué. Mais celles que tu vois en suivi, c'est genre, oui, bah, j'ai eu un cancer du sein, j'ai été opérée, j'ai été reconstruite. Maintenant, tout va bien. Il y en a même qui disent, ah, moi, mon mari, il m'a quitté quand il a appris que j'avais un cancer du sein. Mais en fait, tant mieux. Enfin, je veux dire, maintenant, je me suis retrouvée un autre mec et t'es là. Mais en fait, les meufs sont mieux qu'avant. Donc ça m'a donné envie de continuer parce que je me suis dit, OK, c'est un truc où tu peux les aider, ça se soigne. Et en plus, elles se ressortent plus fortes du truc. Donc, en fait, ça te donne une force, ça te donne envie. Et je retrouve ce truc-là chez toi parce que on parle du cancer, ça pourrait être un thème super angoissant. Et en fait, finalement, on est juste en train de parler de que tu vas bien, que t'es heureuse, non, que mais t'es ça va. Et quand on te voit, tu rayonnes. C'est une épreuve. Et puis, comme je disais, c'est une épreuve. Je dirais pas une épreuve comme une autre, mais parce que après, il y a aussi les traitements qu'il faut supporter. Et il faut savoir que voilà, moi, par exemple, je suis en hormonothérapie. Il y a 5 ans de traitement. Là, j'ai encore 4 ans. C'est des traitements qui sont compliqués, où il y a des effets secondaires qui sont difficiles. Voilà, je suis à mon 3e traitement. On m'a changé 3 fois de traitement. Hein, voilà, et il y a eu des grosses complications, même dans ma vie tous les jours. Donc voilà, il a fallu, c'est encore compliqué. Donc mais pour ça, mais malgré tout, ça reste quand même une épreuve où ça m'a fait grandir, où je me dis, bah, je lâche prise sur plein de choses en fait, où je me dis, allez, sur des choses où je me serais pris la tête il y a encore quelques temps, bah là, je me prends plus la tête. Et puis non, puis surtout, je suis moi. Aïe, j'ai 48 ans, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et puis, je sais ce qu'on m'a, et si on veut m'imposer des choses, bah, en fait, non. Je sais dire non. Aujourd'hui, des choses que je ne savais pas faire avant. Je ne savais pas dire non. Aujourd'hui, je sais dire non et je sais surtout dire ce que je veux, ce que je ne veux plus. Après, quand, voilà, on module avec la vie, hein, on essaie de s'adapter, mais je le vis pas comme une épreuve, destructrice ou comme si qu'il y avait une fin en fait. Moi j'ai eu la chance en plus, franchement, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est de m'en apercevoir assez tôt. Je fais partie de ces femmes chanceuses du cancer du sein où je suis passée du dépistage à la mastectomie en hormonothérapie. J'ai pas eu du tout j'ai pas eu la partie chimiothérapie ou radiothérapie qui peut être très éprouvante. J'ai une de mes amies mes parents, mes amis qui ont vécu ça et là c'est lourd de conséquences. Et donc moi j'ai eu cette chance comme je m'en suis aperçue suffisamment tôt, bah c'est là où je te rejoins tout à l'heure pour le dépistage. Il est important, mesdames, de faire vos mammographies, d'aller chez le gynéco tous les ans. Voilà. Quand on m'a dépisté ce cancer, c'est la première chose que j'ai fait. On est une famille de femmes chez moi. J'ai beaucoup d'amis femmes. Et la première chose, je les ai toutes appelées une par une en disant, surtout, faites vos visites une fois par an. Mais même comme vous êtes jeune, quoi. C'est la chose il faut surtout pas déroger ou il faut pas reporter.
une fois Pas par croire an, que aller ça voir votre arrive, gynéco qu'aux autres. et voilà, c'est parce que moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, le fait d'avoir été tôt, d'être régulière dans mes rendez-vous. Et on parle de dépistage évidemment, donc parce que c'est très important et qu'il faut le faire comme tu le dis. Et j'aimerais juste aborder le terme du dépistage génétique, parce qu'en fait, il y a 2 sortes de cancers du sein. Il y en a un qui est génétique et un qui est hormonal, c'est ça? Plus ou moins? Alors oui, enfin, on sait qu'il y a des cancers qui sont prédisposés par des mutations génétiques. Enfin, il y a des mutations génétiques plutôt qui prédisposent fortement à avoir des cancers du sein. On n'a pas tout accès à ce dépistage-là. Il faut savoir que scientifiquement, on n'est pas avancé au maximum à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas toutes les mutations génétiques qui sont susceptibles d'augmenter le risque de cancer du sein, mais on en connaît certaines d'entre elles qui sont importantes, notamment les plus connues qui sont BRCA1 et BRCA2 dont on entend pas mal parler. Il faut savoir que ça, c'est des mutations génétiques qui donnent un risque de cancer du sein de l'ordre de 80% à une femme. C'est-à-dire, la femme qui est porteuse de la mutation, on sait qu'elle a 80% de risque d'avoir un cancer du sein avant 60 ans. Enfin, genre, c'est une catastrophe. Donc, ces femmes-là, elles sont dépistées parce que on sait qu'elles vont avoir un suivi beaucoup plus rapproché. Elles vont être suivies de beaucoup plus tôt. On va pas commencer à les surveiller à 40 ans, mais à 20 ans, on commence à les examiner, et même parfois à faire des mammographies. Et à 30 ans, on commence un suivi mammographique. Elles ont un suivi qui est en plus IRM, en plus de la mammographie, et c'est des femmes à qui on va proposer de manière systématique, dès qu'elles auront eu, à partir d'un certain âge, à partir de 40-45 ans, d'avoir je dis des bêtises, à qui on va proposer d'avoir très rapidement une mastectomie prophylactique, et à qui on va proposer d'avoir, dès qu'elles ont eu des enfants, une ovariectomie, parce que on sait aussi que ça augmente le risque de cancer de l'ovaire, qui pour le coup est un... Ça, c'est une fois qu'elles ont fait le test génétique, Ouais. en fait, on leur propose ça, Voilà. si il y a des conséquences. Et donc, pour avoir accès à ce test génétique, il faut voir en consultation un oncogénéticien. Et en général, c'est soit le gynécologue, soit le radiologue qui va déterminer si il faut voir un oncogénéticien. Donc, nous, l'oncogénéticien, son métier, c'est de faire un arbre généalogique pour voir si, oui, le risque, il est élevé ou pas. Et nous, en général, on arrive à savoir. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a des patientes qui vont arriver au cabinet qui vont dire, ouais, moi, j'ai un risque élevé de cancer du sein parce que j'ai ma grand-mère qui a eu un cancer du sein à 80 ans et mon autre grand-mère paternelle qui a eu un cancer du sein à 75 ans. Donc là, je leur dis, non, mesdames, calmez-vous. C'est du 2e degré. Elles l'ont eu à 80 ans. C'est presque de l'ordre de la coïncidence. Il y a une femme sur 8 qui a un cancer du sein. Donc, c'est pas de chance. Vous avez peut-être un risque un peu plus élevé, mais c'est pas non plus un truc de fou. En général, les patientes qui vont, chez qui on suspecte qu'il y a vraiment un risque génétique, quand il y a un problème héréditaire, c'est des patientes qui vont, c'est des grandes familles de femmes où il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes, où il y a des cousines germaines très jeunes, où il y a du 1er degré, mais donc c'est une personne ne suffit pas. C'est-à-dire, si elle dit ma mère, c'est pas assez. Ma mère a 30 ans, déjà, c'est un peu plus ma mère et ma sœur, voilà. Mais c'est drôle parce que il y a pas très longtemps, je suis allée travailler un matin où j'avais pas du tout envie d'aller travailler, et je suis tombée sur un monsieur qui a eu un cancer du sein et qui me disait que Parce que ça existe. Oui, ça existe. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quand il y a un homme dans la famille, on sait que c'est un gros risque de facteurs héréditaires, donc on fait tester les femmes. Et on a eu cette discussion, et quand on est reparti, il m'a dit, j'ai pas parlé avec vous pour rien, parce qu'au moins mes 2 filles vont se faire dépister. Et je lui ai dit, au moins je suis pas venue travailler pour rien aujourd'hui, j'avais pas envie de venir travailler. On arrive un peu à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des femmes qui nous écoutent? On a beaucoup parlé de dépistage, à des femmes ou à un entourage potentiellement qui aurait appris la nouvelle d'un cancer du sein. En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous avez envie de dire? Moi, je vais dire, je me lance, et après tu diras toi. On est toutes très différentes, et effectivement, tous les cas sont différents, mais quand même, il faut savoir que donc le cancer du sein touche une femme sur 8, qu'il y a beaucoup de femmes autour de nous qui en ont eu, qui en auront, et que c'est quelque chose qui se traverse à un instant T dans la vie. Donc, quand on apprend qu'on a un cancer du sein, le monde s'écroule. On a l'impression qu'on va pas s'en sortir, qu'on va perdre son sein, qu'on va perdre ses cheveux, qu'on va perdre son truc. Et c'est très facile à dire. Je suis pas passée par là, peut-être que je passerai par là, peut-être que je passerai pas, mais c'est très facile à dire. Mais en tout cas, ce que je sais de mon expérience, ce dont je suis sûre, c'est que dans la majeure partie des cas, ça se termine bien, et plutôt rapidement.
C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, la patiente, elle a fini ses traitements, que ce soit chimio, radio, opération, machin. Et pour la reconstruction, ça peut durer 1 an et demi, 2 ans. Mais en tout cas, ça dure un instant d'une vie. Et je trouve que ça a un impact plutôt positif sur les gens. Et puis la deuxième chose, on n'a pas pu aborder ce sujet, mais on en reparlera tout à l'heure en off, c'est les enfants. Moi, à chaque fois que je vois des patientes jeunes, Ça, c'est un peu. je leur dis, elles me disent, mais c'est pas grave, on va pas le dire et tout. Je leur dis, moi, mon conseil, et c'est ce que j'ai vécu les choses différemment, mais j'ai perdu ma mère, donc j'ai dû parler à mes enfants de ça. Et j'ai parlé de manière très ouverte, avec des mots simples, et j'ai été très factuelle. Mais voilà. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il faut faire dans le cancer du sein. C'est-à-dire, j'ai une maladie, je vais à l'hôpital pour me faire soigner. Et c'est des mots, en fait. Je vais à l'hôpital pour me faire soigner, je guéris. Tu sais, on dit toujours... C'est marrant que tu es en train de dire ça parce que moi, je me suis fait je vais me faire accompagner. guérir. Je me suis fait accompagner. Je savais pas comment annoncer à mon fils de 3 ans. Ça, c'est un sujet extrêmement important. Comment annoncer mon cancer. Quand toute la partie où j'ai dû partir, tous les jours j'étais en pratique, tous les jours, tous les 2 jours j'étais à l'hôpital pour faire mes examens et c'était mes parents qui le gardaient et ils voyaient qu'il y avait un stress ambiant à la maison, donc c'était pas comme d'habitude. Et donc du coup, je savais pas comment lui annoncer à un enfant de 3 ans que sa maman allait avoir un cancer, qu'elle allait rentrer à l'hôpital se faire opérer en fait. Et j'ai été accompagnée par une psy de Gustave Roussy et simplement elle m'a donné un petit livret. Faut savoir qu'il y a un petit livret qui existe pour expliquer aux enfants avec leurs mots, parce que les enfants, ils ont tendance à avoir un imaginaire débordant. Exactement. Et, si on leur dit pas, ils vont s'imaginer. Et faire un fantasme. Voilà, ils fantasment, mais un fantasme qui peut être assez destructeur. Donc, moi, mon fils, par exemple, il était extrêmement nerveux à cette période-là. Donc, une fois que je me suis posée avec lui, que je lui ai dit, écoute, maman, je lui ai fait toucher, je lui ai pris sa main, je lui ai dit, regarde, tu vois, tu sens, maman, elle a 2 petites boules au sein, là. Voilà, il va falloir aller, faut qu'elle aille voir, comme quand toi, t'es malade, on va chez le docteur. Et ben, maman va aller chez un docteur, qui va lui soigner, elle va lui soigner le sein. Et puis après, tu vas voir, tout va bien aller, mais ça va être un petit peu long. Il va falloir que tu sois patient. Maman va être un peu hospitalisée. Puis quand ça va aller, tu vas voir, maman va aller beaucoup mieux. Tu vas retrouver ta maman. Et puis, à partir de là, ça s'est super bien passé. Donc, le conseil que j'ai à donner, moi, c'est que je rejoins totalement Maëva, c'est surtout ne annoncer les choses, les annoncer doucement, les annoncer avec bienveillance, et puis rester positif. Voilà, essayer de trouver du positif Mais c'est vrai que dans les mots, il y a quelque chose d'important. C'est pas je vais mal, je suis malade, machin, mais c'est faut dire les choses pour me faire guérir, mais il faut dire les mots. Il est important de dire les mots et surtout n'hésitez pas à faire aussi donc moi voilà, je suis sophrologue, à consulter des sophros, des hypnos, naturopathes, voilà, toute cette médecine on va dire complémentaire, alors qui vient pas bien sûr qui vient en complément de la médecine traditionnelle. Attention, on n'est pas médecin, on vient vraiment en complément, nous on vient vous accompagner, on travaille ensemble. Voilà, c'est travailler main dans la main, dans le bien-être, pouvoir vous donner des outils qui vont vous permettre de surmonter ces épreuves et de découvrir qui on est vraiment et d'être enfin qui on est vraiment. Voilà, de pas être la personne qu'on vous demande d'être, mais d'être la personne que vous avez envie d'être. Voilà, je finirai sur ces mots. C'est des beaux mots pour finir. Ouais, super. Bon, on est vraiment très touchés d'avoir parlé de cette façon-là du cancer et voilà, avec cette petite guerrière, Laetitia, et Maëva qui accompagne toutes les guerrières également. On peut l'appeler guerrière aussi. Mais nous sommes des girl power, nous sommes toutes des Amazones. On mettra le lien de l'association des thérapeutes et avec voilà, pour plaisir. les gens qui écoutent, pour avec plaisir. Pour chercher en fait des thérapeutes. Bien sûr, complètement. Merci de nous avoir reçus, merci pour ce moment, merci pour ce partage, merci Maëva. C'était super intéressant, merci les filles. Merci à vous de pouvoir nous laisser nous exprimer. Voilà. Merci. Et à la semaine prochaine pour une autre histoire de santé. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.